Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Mathilde Favier. Bonjour Mathilde. Bonjour Adrien. Comment ça va ? Ça va très bien, ce matin, ça va très bien. Ouais, après une nuit de pleine lune, comme tu le disais. Oui, c'est ce dont on se disait. Je peux faire ça. Bien sûr. Parce que je trouve ça plus confortable ouais, que de ça faire marche. ça. Pas de problème. Ça vous embête pas ? Pas du tout. Voilà. Tu peux me tutoyer. On se dit oui. D'ailleurs, sur le tutoiement, je trouve toujours qu'il faut se le dire dès le départ. Ouais, c'est clair. Après, c'est fichu, c'est trop compliqué. C'est très compliqué de revenir. Hein. Oui. On se disait qu'on avait bien dormi, puisque la nuit dernière, c'était la pleine lune, la première de l'année. On est censé bien dormir pendant On est censé mal dormir, oui, en tout cas dormir, le soir, ou l'avant-veille de la pleine lune. Mais là, on a bien dormi. Pas vous. Vous avez des enfants petits ? Moi, j'ai un petit bébé, une petite fille de 2 mois, voilà. Donc c'est un peu rock'n'roll en ce moment. Ouais. Voilà. Mais c'est adorable. Les bienfaits de la parentalité. Exactement, ouais. de la parentalité et des bébés nourrissons. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, on se tutoie toujours. Hein. Ouais. On va y arriver. Difficile. On va y arriver. Pour mettre un peu de contexte, là, où est-ce que tu me reçois aujourd'hui, Mathilde ? Alors, je te reçois dans mon bureau, chez Dior, rue de Marignan. Qui est l'immeuble en fait de la communication pour Dior Beauté et Dior Couture. D'accord. J'y travaille depuis 14 ans. 14 ans maintenant. Voilà. C'est beau. Le 14 mars, ça va faire 14 ans. Je suis rentrée chez Dior le 14 mars 2011. 14 mars 2011. Voilà. Magnifique, bravo. Merci. Comment tu te présentes au monde, toi, quand on te présente, quand on te demande de te présenter ? Toi, pour le coup, tu fais beaucoup de soirées mondaines. En tout cas, tu reçois beaucoup, t'es très visible. Les gens, je pense que les gens te connaissent, mais quand on ne te connaît pas, comment tu te présentes ? Alors, mon titre, c'est directrice des relations publiques chez Dior. Je pense que de par le titre, de toutes les façons, ça veut dire que j'entretiens des relations humaines. Ouais. J'aime pas trop le terme mondain, parce que je trouve que mondain, c'est péjoratif. Bien sûr. Ça insiste un peu sur la superficialité des rapports humains. Et pour moi, je pense que c'est ce qui privilégie mon métier, c'est que les rapports doivent être impérativement... j'irai peut-être pas jusqu'à la sincérité, parce que c'est trop intime, mais j'irai en tout cas insister sur l'authenticité et sur l'importance du rapport humain. Et je pense que c'est ce qui décrit le plus mon métier. Et donc, je me décrirais un peu comme diplomate, voilà, entre nous, Dior, et nos interlocuteurs. Et je fais un peu le lien, en fait, pour que les rapports humains se développent convenablement et se passent bien. Ouais. Voilà. Comment t'arrives à faire ça, d'ailleurs ? Parce que c'est... Parfois, je me demande. Parfois, j'ai affaire à des situations qui sont si complexes et avec des gens qui sont pas toujours les plus simples, les plus dociles, va dire, et les plus simples, et puis les plus aidants, et puis les plus partis dans une démarche humaine, justement. Ouais. Parfois, je me dis franchement, je me lance même pas de fleurs. Je me dis mais qui d'autre pourrait arriver à faire en sorte que ça se passe bien, parce que parfois c'est compliqué. Mais c'est le final auquel il faut penser, et c'est le résultat auquel il faut penser. Et en général, j'ai un goal. J'ai un objectif, j'ai un but à atteindre qui est en général tout bénef pour la maison, c'est l'idée, et je pense qu'à ça. Voilà. Le seul objectif en ligne de mire. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, c'était que le côté Dior, maison de luxe, une des plus grandes maisons de luxe du monde, impressionne toujours, et je trouve que le fait de rentrer dans la maison, déjà, on se sent un peu pas écrasé par l'histoire, mais un petit peu quand même impressionné. C'est impressionnant. Moi, je rentre dans l'immeuble, là, je suis un peu impressionné. Mais c'est impressionnant d'arriver chez Dior. Tu sais, en fait, ce qui est impressionnant, c'est d'arriver aussi dans un monde de couture. Parce que on a toujours l'impression d'être jugé quand on arrive dans la couture. Moi, ça m'a fait le coup dans toutes les maisons de couture. Quand tu arrives, il y a quelque chose de physique. On te regarde. On a l'impression d'être jugé. Est-ce qu'on est bien coiffé? Est-ce qu'on n'est pas bien coiffé? Est-ce qu'on est bien habillé? On te regarde, on est dans la couture. Comment t'es habillé, comment t'es fagoté? Et en fait, oui, mais en règle générale, je pense pas que ça soit aussi féroce que ça.
C'est impressionnant pour la personne qui arrive, bien entendu. Mais c'est pas aussi dur que ça. Je crois pas. Après, c'est vrai que on a souvent une réputation. Moi, je vois, j'ai mes amis d'enfance qui sont, voilà, restés les mêmes. Et c'est vrai qu'on était, par pure coïncidence, on a été élevés dans la même école, souvent. Et on impressionne. Et on n'impressionne pas toujours en bien. On a une réputation de fille pas toujours sympathique. Et alors toujours on me dit « Ah, mais finalement t'es très sympathique. Ah, finalement t'es très rigolote. Ah, mais finalement... » Mais je pense qu'il y a cette espèce d'aura de mode derrière nous qui démarrait à l'école par les vêtements. Voilà, mais qui n'était pas du tout aussi intentionné que ça, je pense. C'était les cool girls. Oui, on est peut-être beaucoup plus sympathique qu'on en a l'air. Ah vrai? On va voir. Peut-être. On va essayer de creuser. Enfin, je vous assure que si, en tout cas. Quand je dis vous, je m'adresse à l'audience, à ces milliers, centaines de milliers de personnes qui nous écoutent. Oui. Mais très concrètement, tu fais quoi là? C'est quoi ton quotidien? Alors moi, je suis responsable des célébrités, des actrices chez Dior Couture, et je fais en sorte que l'image de Maria Grazia et les vêtements de Maria Grazia soient portés par des personnes du choix de la maison, voilà, de nous tous, et qui soient convenablement portés. Voilà, donc je m'occupe des essayages, je m'occupe tout d'abord, je m'occupe de les rencontrer. Ouais. Je m'occupe de les repérer, je m'occupe de les rencontrer, je m'occupe d'en faire part à la maison, à Olivier Biel-Obos, à Delphine Arnaud, à Maria Grazia Chiuri, et de faire en sorte ensuite que les créations de Maria Grazia Chiuri soient portées convenablement par des personnes qu'on a choisies, des célébrités qu'on a choisies. Voilà mon job. Voilà. Et ça, donc le quotidien, c'est de rencontrer beaucoup de gens, c'est de se Alors le quotidien, alors il y a cette partie-là, et puis il y a l'autre partie qui effectivement sert parce que c'est un monde de réseau finalement que je me suis créé tout au long de ma vie, sans faire vraiment exprès. Je pense que ma personnalité fait que je rencontre du monde et que effectivement. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens qui ont, c'est le petit pousset en fait, qui ont été une pierre chacun et chacune à l'édifice qui a été créé et construit. Mais voilà, donc ça aide dans mon milieu bien évidemment aussi. D'accord. Alors comment tout ça a commencé, Mathilde? T'es née où? T'as grandi où? Moi, je suis née à Neuilly-sur-Seine, à Paris. Ouais. Ma mère est lyonnaise, mais est venue vivre à Paris jeune. Elle a été élevée dans la même école dans laquelle j'ai été élevée, qui est l'Institut de l'Assomption de Lübeck. J'ai un père français, feu français. Lui aussi lui n'est plus là. Ma mère a 87 ans, fière de l'être, et petite anecdote, quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'elle voulait comme cadeau d'anniversaire le 12 décembre dernier, elle m'a répondu qu'elle voulait un petit pull noir pour sortir le soir. Donc, tu vois, voilà, on est dans cet élan vital là, et j'ai été élevée à l'Institut de l'Assomption de Lübeck, où j'ai eu une scolarité tout à fait banale, un bac B, économie. J'ai pas redoublé, voilà. Bonne élève quand même. Oui, sans être vraiment. C'est pas très juste d'ailleurs ce que je vais dire, parce que j'ai rien fait pour être bonne élève, sans jouer la parfaite encore là, mais voilà, je faisais ce qu'il fallait pour passer dans la classe supérieure et ça marchait. C'était très bien. Voilà. Et t'aspirais à quoi? T'avais des rêves? Sincèrement, j'avais un rêve de faire du bien. J'avais cette mission-là. Tu sais, petite fille, je voulais être infirmière. Je demandais toujours des déguisements d'infirmière. J'avais cette espèce de volonté je savais que j'allais rencontrer du monde. Je le voyais, je m'en rendais compte. Je le percevais. Je percevais qu'il y avait une certaine lumière autour de moi, mais de par mon caractère. Tu vois, c'était pas quelque chose de si travaillé que ça, au contraire, pas du tout même. Mais j'avais envie de faire du bien, et puis j'avais envie que les choses se fassent. Donc tu vois, c'était plutôt abstrait, mais j'en ai fait mon métier. Parce qu'en fait, c'est ça, l'idée.
j'aime quand ça se fait. Ouais. Tu vois, et quand je vois là les derniers Golden Globes qu'on a vraiment, c'est incroyable ce que j'ai vécu, parce que c'était il y a donc une semaine, et le lendemain il y a eu ces incendies foudroyants, terrifiants, enfin moi ça me fracasse ce truc-là, ça dure encore. Au moment où on se parle, tu vois, ça brûle encore. Mais les Golden Globes, ils se sont faits à Los Angeles et dans un climat où il faisait beau et chaud et il se passait rien. Et ben mon obsession, ça a été d'écrire à Olivier Bialobos et à Delphine Arnaud dans l'avion en train de rentrer en disant on a habillé Anna Sawai et on a habillé Jodie Foster et elles ont gagné. C'est fou. Ouais, tu vois, c'était vraiment, je me réjouissais pour ça. Et qu'on les ait habillées, bien sûr, mais surtout qu'elles aient gagné. Elles sont montées sur scène avec une robe d'or. Elles sont montées sur scène et elles ont gagné. Et elles ont gagné. Voilà, elles ont gagné. C'est ça qui était trop bien. Donc c'est ça ma vie. Ouais. C'est que ça se fasse, que ça se passe, et que voilà qu'on soit joyeux et heureux. Ouais. Tes parents faisaient quoi ? Mon père était directeur de la communication d'IBM. Ok. Voilà. Donc il travaillait déjà dans l'informatique. Ouais. Ouais. Je me souviens des premiers ordinateurs très très bien. Je savais pas du tout que ça allait nous mener à ce monde-là. Ouais. Ma mère a jamais travaillé. Elle nous a élevés avec tout l'amour qu'elle pouvait nous donner. Vous êtes combien dans la fratrie ? On est trois. On est trois. Ma sœur aînée, Victoire. De Castellane, et ma petite sœur Pauline. Je dis toujours ma petite sœur Pauline. Elle a 18 mois de moins que moi, mais enfin bon, j'ai 55 ans et elle va en avoir 54. Mais c'est toujours ma petite sœur Pauline. Voilà, ma grande sœur Victoire, ma petite sœur Pauline. Et qui ont eu des carrières fulgurantes aussi. Qui ont des très belles carrières, oui. Et on n'a pas été élevés du tout par une mère qui nous a demandé de travailler. On a été élevés par une mère qui nous félicitait quand on avait 0 à l'école et qui nous disait à peine bravo quand on avait réussi. Et c'était pas du tout, elle est loin d'être méchante, au contraire. Mais elle nous plaignait plus quand on avait raté. Et elle nous félicitait pas spécialement quand on avait réussi. C'est peut-être ce qui nous a donné une idée de gagner, de réussir. Mais c'est vrai qu'on a toutes les trois toujours travaillé. Peut-être on a eu toutes les trois besoin d'une indépendance dont voilà, c'est vrai que je voyais ma mère assez dépendante de mon père quand même. Ouais, ça te générait. Même si elle pouvait tout à fait se suffire à elle-même, mais je la voyais quand même dépendante de mon père. Je voyais mon père lui donner une petite enveloppe toutes les semaines pour vivre, pour habiller les enfants, nous faire, etc. Pour s'occuper de nous. Et moi, j'avais ça en horreur. Voilà. Ah, ça t'a marqué. Ouais. J'avais ça c'était vraiment un... Il y a un côté avilissant, c'est quoi? Je sais pas, l'idée d'avoir à demander. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'a suivi tout au long de ma vie. Je n'ai jamais eu envie de demander, c'est drôle, parce que j'en parlais hier soir. L'idée de demander, d'ailleurs, il faut que je travaille là-dessus, parce que c'est important métier, de demander... Non, c'est pas mon métier. D'accord. Non, pas du tout. C'est pas mon métier. D'ailleurs, on a la chance quand même d'être dans cette maison majestueuse où les gens viennent à nous. Mais l'idée de demander, ou alors encore quand je dois demander chez Dior, je le fais en sorte que ça soit un échange et qu'on soit deux. Mais je hais l'idée de demander. C'est vraiment quelque chose que j'y arrive pas. Il faut pas hésiter à le faire. C'est un tort. Oui. Il faut demander. Voilà, au pire, on a un nom. Il faut être simple et quand on a quelque chose qui nous concerne, il faut arriver à demander. Mais en tout cas, ne pas demander a été le moteur de ma réussite. S'il y en a une, voilà. Comment t'expliques comment t'expliques que les trois sœurs aient une belle carrière de cette manière-là Je sais pas. Je pense qu'il y a d'abord, on a eu la chance de pouvoir faire nos métiers. Ouais. On a eu et on a toujours la chance de faire ce qu'on a envie et ce qu'on aime faire. Ça, c'est formidable. C'est quand même inespéré de nos jours de pouvoir gagner notre vie avec ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Il y a peut-être ça quand même. Il y a peut-être le fait qu'on n'avait pas la sensation de ne pas avoir les moyens de vivre bien, mais en tout cas qu'on avait la sensation de vouloir être indépendante. Et alors comment tu tombes dans la mode ? Alors je tombe dans la mode. Là, je dois dire que je suis un petit peu aidée parce que j'ai la chance d'avoir un oncle qui est dans la mode, qui est très présent dans nos vies, qui s'appelle Gilles Dufour, qui
et dans la mode, voilà, qui a toujours baigné dans ce milieu-là et qui me propose jeune, après mon bac, après des études de langue étrangère et de à la Sorbonne et d'études d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Mon oncle me propose de faire un stage chez Glamour français, qui est le journal du moment, tenu par Anne Chabrol et Brigitte Langevin, et qui est l'endroit où j'ai envie d'être. Et quand il me dit, est-ce que tu dois faire un stage cet été? J'ai dit oui, je voudrais faire un stage et chez Glamour. Là, il me dit, bien sûr, pas de problème, je demande à Brigitte et puis on va voir. À l'époque, Gilles est chez Chanel. Il a tout pouvoir. Il est le bras droit de Karl Lagerfeld. Et j'arrive chez Glamour où je suis comme un coq en pâte et où je fais tout ce qu'il faut pour être la meilleure élève du monde et pour pouvoir y rester. Et c'est le cas. J'y reste avec de la chance. Voilà, je fais ce qu'il faut pour y rester, mais j'y reste aussi avec de la chance parce que Amélie Turckheim, qui est chef des informations à l'époque, s'en va. Et Anne Chabrol, avec qui je m'entends très bien et qui me fait rentrer dans l'équipe de la rédaction, me dit remplace-la. On a quelqu'un pour la remplacer et j'arrive très 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 fière et heureuse de remplacer Amélie en tant que chef des informations, ça s'appelait à l'époque, chez Glamour. Ça veut dire récolter toutes les infos qu'on peut avoir pour en parler à des réunions de rédaction hebdomadaires et puis faire en sorte que le journal sorte. Et on parle. Voilà, tous les mois. Et puis, tout ça fait que j'y reste 5 ans, que je rencontre des gens extraordinaires. Ouais. Mais ton oncle, ton oncle, Gilles, t'as vraiment côtoyé Karl Lagerfeld, gamine, oui, très bien. C'était une époque où Victoire y est restée très longtemps chez Chanel. Elle dessinait la haute joaillerie. Elle dessinait la haute joaillerie de fantaisie. Voilà, elle était donc dans le studio de Karl pendant de nombreuses années, je crois que c'était 15 ou 17 ans. Mon oncle a été son bras droit, donc il était vraiment son bras droit physiquement, tu vois, il était à côté de lui, à son bureau, et Gilles a été très important chez Chanel. Moi, j'y ai fait mon premier stage. Quand on parle de stage, on y met des guillemets, mais je veux dire, je rôdais autour d'eux. Tu t'imagines, j'avais 14 ans, je les regardais comme des dieux. Inès de la Fressange, c'était une déesse. Tu tombes chez les meilleurs. Je me souviens d'Inès, dans le meilleur du meilleur. Bien sûr. Enfin, tu vois, la crème de la crème. Je me rappelle d'Inès disant à Karl, c'est tellement plus rigolo de mettre des vestes avec des jeans. Tu vois, donc tout d'un coup, elle cassait tous les codes. Je me souviens de la ballerine de Chanel, comme elle a été créée. Elle partait d'une ballerine de Repetto parce qu'Inès la mettait avec des jeans et tout d'un coup, enfin, je me souviens de tous ces détails qui font quand même encore Chanel aujourd'hui, tu vois. Fou, Et puis, je me souviens de Glamour où j'ai rencontré les plus grands photographes, Jürgen Taylor, Mario Testino, Peter Lindbergh, Brigitte Lacombe. Ils étaient déjà là. Jürgen, il venait d'arriver. Tu vois, c'était l'époque des grunge. Kate Moss venait d'arriver. Karine et Mario travaillaient ensemble. Ils avaient fait une série de photos géniales sur Polymagou, qu'avait à l'époque fait William Klein. Bah, tu vois, on parle d'un milieu où il y avait quand même que des stars. Que des stars. Et donc, t'as grandi avec ces gens-là. Vraiment. Grandi, peut-être pas. J'avais 18, 19 ans. Ouais, mais t'étais dans le bon quand même, ascenseur, j'ai démarré, on va dire, ma carrière avec eux. Et puis, c'est une période où la mode s'industrialise dans une certaine mesure. Oui, enfin, on était quand même encore dans un monde où s'habiller, c'était amusant. Physiquement, ça comptait. On était mignonnes, on était fraîches, ça comptait. On nous repérait. On disait celle-là, elle a un sens de la mode, elle a un sens du goût. Vanessa Stewart qui était à l'école avec nous, Camille Micheli aussi qui était à l'école. C'était qui les filles la crew Emmanuel Alt, Vanessa, Camille, j'en oublie certaines. Enfin, j'en oublie certainement beaucoup, mais je sais pas si on a cartonné, mais en tout cas, on était suffisamment sympathiques et fraîches et rigolotes et amusantes. Et puis peut-être qu'on avait un sens de la mode et peut-être qu'on avait un petit peu de goût, peut-être. Vous attiriez les gens de la mode. Sans doute, voilà. Et ça fait un certain. Peut-être qu'on avait cette espèce de truc qui était
ce fameux, comme ils disent maintenant, je ne sais quoi, qui changeait, quoi. Ouais. En tout cas, on nous repérait. Rafraîchissant. Voilà. Rafraîchissant. Et puis ce monde, tout d'un coup, évidemment, est passé à un autre monde. Ouais. Après Glamour, donc Glamour a fermé. J'ai été engagée au téléphone. Glamour a fermé parce qu'en fait, ça pique, au lieu d'aider Vogue, ça piquait les ventes de Vogue. Donc bon, voilà, leur choix a été de l'arrêter. C'était triste. Glamour, mais parce que ça a été relancé après, on est d'accord. Après, différemment, mais en tout cas, nous, notre équipe, voilà, ça a été fini. Là, je me suis retrouvée chez Femina Hebdo où j'ai été engagée par Vanessa Van Zuylen qui m'a engagée au téléphone. Elle bossait sur le projet d'un supplément du journal du dimanche et elle m'a dit, Mathilde, je te veux toi pour être la rédactrice en chef de la mode de Femina Hebdo. Alors là, tout d'un coup, tu passais d'un monde où tout était très très facile, un peu comme chez Dior, où tout est plus facile pour obtenir des gens qui nous attirent, à un monde où là c'était plus compliqué, plus populaire et plus compliqué pour qu'on nous fasse vraiment confiance tout de suite. Donc il fallait faire d'autres genres d'efforts. Mais ça a été une expérience formidable. C'était super. C'était un monde, un autre monde, et beaucoup de monde, beaucoup de gens, moins élitistes, mais beaucoup de gens. Et ton job, c'était quoi exactement là ? Bah là, j'étais rédactrice en chef de la mode, donc en fait, et d'un hebdo, tu vois. Donc, il fallait que j'ai plusieurs rédactrices autour de moi qui fassent toutes des sujets qu'on décidait ensemble. Et j'avais une équipe de mode, et puis voilà. Et moi-même, je faisais des séries de mode. J'ai rencontré le père de mes enfants en allant faire une série de mode sur les maillots de bain à Saint-Barth. Quelle époque ? Au mois d'avril. Et là, j'ai rencontré le père de mes enfants, avec qui je me suis mariée très vite, avec qui j'ai eu donc mes 2 enfants, avec qui je suis partie vivre en Suisse et aux États-Unis, et qui m'a demandé d'arrêter de travailler. Voilà. Alors, j'ai élevé mes enfants pendant 2 ou 3 ans, sans travailler, et je dois dire que ça me manquait. Ouais. Ça faisait écho à ton père, non ? À ta mère ? Ça faisait écho à ma mère, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Je respecte tout à fait le fait qu'elle est... Non. Mais contrairement à elle, j'avais déjà travaillé, tu vois. Donc, ça me manquait. Et ma sœur Victoire, un beau jour, m'a dit, écoute Mathilde, tu sais quoi ? J'arrive chez Dior. Je vais diriger la haute joaillerie. Je vais la créer. Est-ce que tu viendrais pas avec moi pour t'occuper des relations publiques ? Et je lui dis, allez, banco, j'arrive. Je reviens à Paris, donc j'arrive. Je viens avec toi et on va démarrer ça ensemble. Donc j'avais un minime rôle, mais moi qui ai toujours été en admiration devant ma sœur, et qui le suis toujours d'ailleurs, parce que je trouve que d'abord c'est une artiste, une véritable artiste, avec tout ce que ça comporte de magnifique et de douloureux. Et puis je trouve que c'est la personne la plus modeste qui existe. Elle se met jamais en avant. Elle n'a pas voulu que j'interviewe. Elle m'a dit, j'ai rien à dire. Voilà. Alors qu'elle a tant à dire, mais voilà, je pense que ce qu'elle a à dire, ça se révèle dans ce qu'elle fait. Ouais. Et voilà, donc j'ai une grande admiration pour mes sœurs, de toute façon, en règle générale, mais vraiment, voilà, puisqu'on parle de Victoire, donc je suis venue avec elle. Et là, j'ai été débauchée par Prada. Ouais, c'est ça. T'as eu un gros morceau chez Prada. Et j'ai eu un long parcours chez Prada. J'y suis restée 11 ans. Et j'ai fait part de la création du bureau de communication pour la France, pour Prada et Miu Miu. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait chez Prada. J'adore leur mode. Je la trouve très intéressante. Et puis, je trouve que c'est des gens qui font pas exprès d'être si modernes. Ouais. Donc, c'est agréable. Ils font pas exprès d'être si modernes, tu dis ? Oui. C'est étonnant. Ouais. D'être si visionnaire, si avant-garde. Miuccia, elle a un talent indescriptible. Ouais. Et c'était très... Non, j'ai vécu 11 années très agréables. Et puis, fut un temps,
où je me suis dit, je peux pas aller plus que ce que je fais. Ouais. Voilà, j'irai pas plus loin. J'ai pas envie d'aller plus loin. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'y rester encore 10 ans, 20 ans? Non, parce que je suis allée au bout de mes facultés. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as appris? T'as bossé avec Muccia, main dans la main, etc. J'ai travaillé pour Miuccia Prada, dans son équipe. J'ai fait ce que je pouvais en France pour Miuccia Prada. Ouais. Donc c'est un bureau de communication, de presse. Oui, et donc on fait rayonner la marque. Je faisais en sorte que Prada soit correctement représenté en France et à Paris surtout. Dans la presse. Ouais, et puis par les bonnes personnes et dans les événements. Donc on soit présent, qu'on soit visible, qu'on ait une visibilité et puis qu'on habille là encore les bonnes personnes. Et puis comme on fait on fait 2-3 gros coups dans sa carrière. Ouais. C'est quoi alors tes gros coups? Voilà. En tout cas chez Prada, le gros coup c'était Cécilia Sarkozy. Ouais. En Prada, chez qui elle a acheté sa robe pour la journée d'investiture en tant que première dame de France. Logiquement, elle aurait pu penser à des maisons de couture françaises. Elle a pensé à Prada. Voilà. Je pense que c'était par amitié, c'était par goût. Elle aimait Prada. N'empêche que ça a été une publicité fantastique pour eux, une photo qui tourne encore. Ouais. Cette famille magnifique, les enfants, elle. Mais comment tu l'as déclenché? Je l'ai pas déclenché, on est amis et puis voilà, elle a voulu s'habiller en Prada. J'ai rien déclenché du tout. Oui, bien sûr. Elle a acheté, tu dis. Elle a acheté sa robe. Non, pas du tout. Elle a acheté sa robe. Vous pensez bien, tous, tu vois, même pas toi en particulier. Évidemment qu'elle a acheté sa robe. Ouais. Et ça a donné cette photo. Donc effectivement, ça a été un coup médiatique énorme, mais c'était malgré moi, malgré elle et malgré Prada. Donc c'était, vous savez. Tous qui m'écoutaient, il y a que la vérité qui paye dans nos métiers. Et sur la longueur, il y a que la vérité qui paye. Donc, ça marche pas quand c'est arrangé, ces coups-là. Ça marche que quand c'est vrai. Ouais. Quand elle a choisi sa robe, elle a choisi pour les bonnes la raisons. Couleur, elle les a choisis pour des raisons qui la regardent elle, et pour les bonnes raisons. Et moi, j'ai eu qu'à réaliser son souhait. Ouais. Mais ça n'avait pas fait polémique à l'époque qu'une première dame ça a fait polémique forcément, parce qu'une première dame de France, logiquement, elle s'habille dans une maison française. Ouais. Mais là, elle avait ses raisons. Ouais. Voilà. Et toi, ça t'a mis sur une autre planète alors? Moi, ça m'a... Forcément. Je me souviens encore du coup de fil de Miuccia qui m'avait appelé en me disant merci, je sais pas comment te remercier. Enfin, c'est un coup formidable pour la maison, c'est une fierté, c'est un honneur, voilà. Et puis c'est vrai que au bout du compte, moi j'avais fait mon temps chez eux. Je l'ai pas fait savoir très longtemps. Je l'ai fait savoir aux bonnes personnes que j'avais envie de bouger. J'ai été reçue par Sydney Toledano et Delphine Arnaud il y a 14 ans. Ouais. Et ils m'ont engagée sur le champ. Voilà. Tu avais fait le tour de Prada, enfin de la maison. Oui. Et tu avais envie de quoi? D'un nouveau challenge Je me suis dit, tu sais, c'était le cap de mes 40 ans. Je me suis dit, si tu pars pas maintenant, tu partiras jamais. Tu vas rester là-bas. Voilà. Et j'avais pas envie de ça. Je me sentais trop jeune pour rester là-bas. Et puis, j'avais envie de rentrer dans mon pays. Parce que tu étais basée là-bas? J'étais à Paris, et quand je dis j'avais envie de rentrer dans mon pays, j'avais envie de travailler pour une maison française. Ok. Bon, il y en a pas 30 000, et Dior, c'était pour moi rentrer chez moi. Ouais. Je rentrais dans ma famille, tu vois, je rentrais à Paris dans une maison qui faisait complètement sens pour moi, qui était l'élégance. Voilà, l'élégance même. Et je m'y retrouvais. Et quand tu les as convaincus? Tu les as convaincus? Non, j'ai pas eu à les convaincre. Ils ont été... non, pas du tout. On n'a pas du tout... On a passé un très très bon moment. Je me souviens encore de la façon dans laquelle j'étais habillée. Ouais. J'avais fait exprès de mettre une jupe en tweed gris, des cols en gris, des ballerines noires,
un col roulé gris. Je me souviens très bien. Je me souviens parfaitement bien de ce moment, qui était un moment extrêmement sympathique, qui était un moment charnière que je ne savais pas parce que en fait un mois après pardon, on a annoncé le départ de John Galliano, que j'ai donc même pas connu, tu vois, parce qu'il est arrivé, il est parti au moment où moi finalement j'arrivais. Je suis arrivée un mois après, il est parti un mois avant, donc je l'ai pas connu. J'ai travaillé chez Dior sans créateur. Et j'ai connu l'arrivée donc de Raf Simons, de Maria Gradia. D'accord. Voilà. C'était à l'époque où l'atelier a fait les collections. Oui, etc. Absolument. Ouais, je me rappelle. Absolument. C'était très particulier comme époque, mais c'était tellement formateur et tellement intéressant. Bien sûr. Voilà, de travailler comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu la sensation dès ce premier rendez-vous de rentrer dans une famille. Voilà. Bon, j'avais ma sœur aînée qui était là, donc c'était très rassurant. Bien sûr. Tu vois, de savoir ça, et de sentir ça. Mais en dehors de ça, parce qu'en fait, on travaille très peu ensemble avec Victoire, on fait un métier qui est complètement antinomique. Oui, et puis c'est tellement grand que vous ne croisez pas très souvent. Donc on se voit pas beaucoup. On se voit plus en dehors que chez Dior. Mais c'est vrai que je me suis sentie en famille. Voilà. Je me suis sentie immédiatement chez Dior. Je ne me suis pas... j'ai senti aucune hostilité, j'ai pas eu peur, je me suis sentie confortable dès le départ. C'est quoi la conversation qu'on a avec Delphine Arnault et Siné Toledano ? C'est une conversation. C'est un échange sur ce qu'on ressent chez Dior. J'ai ressenti beaucoup de franchise. Je me sentais très très fluide dans ce que j'avais à dire, dans ce que je ressentais, dans ce que pour moi était Dior, tu vois, c'était très clair. Et je pense qu'en fait, tu fais une proposition quand même de stratégie, etc. ou non, pas encore. Ils avaient pas envie de ça. Tu sais, je sentais ce que je sens toujours, que mon tempérament leur plaisait et leur suffisait. Qu'ils avaient compris qu'à travers mon tempérament, je pourrais faire... ça allait fonctionner. Voilà. Tu ferais du bon boulot. Du bon boulot. En plus, sans avoir l'impression que... Alors, évidemment que je travaille, évidemment que on a des longues journées et que Dior fait partie intégralement de ma vie. Mais... j'ai su d'ailleurs le montrer à travers ce livre que j'ai sorti. En fait, je pense qu'ils ont misé aussi sur un personnage. Bien sûr. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez rare finalement dans les maisons du groupe, de prendre autant la parole quand on est une personnalité hors directeur artistique ou même CEO. Même les CEO, on les entend pas beaucoup. J'ai l'impression que toi, tu as une grande liberté dans moi, la presse, déjà, je fais des relations publiques. Donc, si je parle pas, c'est un problème quand même. Et c'est le cas des autres personnes qui s'occupent des autres maisons en relations publiques ? Je me compare à personne d'autre. Je trouve que il faut faire de son caractère, de son tempérament et de sa personne quelque chose de différent. Il faut apporter une différence dans un groupe. Si on n'apporte pas une différence, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Non, mais je me concentre là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, toi, tu acceptes de répondre très facilement aux interviews. Pas toutes. Non, pas toutes. D'ailleurs, on remercie Émilie Viargue de nous avoir mis en relation. Oui, absolument. Non, mais elle a été Émilie Viargue, elle a été ma stagiaire et je lui rends l'appareil à travers Prada, cette interview, absolument, chez Prada. Elle valait déjà sacrément la peine. Déjà. Et c'est merveilleux de l'avoir évolué de si bien, parce que c'était déjà un personnage qui justement marquait une différence. On le voit, je le vois dans les stagiaires que j'accepte dans mon équipe maintenant. C'est très rapidement, on voit ceux qui marquent une différence ou pas. Et j'accepte pas toutes les interviews. Non, pas du tout. J'accepte de parler quand je sais que ça va pouvoir aider, ou que ça va pouvoir transmettre, ou que ça va pouvoir avoir que ça va pouvoir apporter quelque chose en plus. Voilà. D'ailleurs, Émilie parlait de ça, parlait de toi comme quelqu'un qui avait... je sais plus c'était quoi la conversation. Elle disait que tu étais une femme qui aidait les femmes. Et qui était... Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Une bouteille d'eau qui pchite comme une bouteille de champagne. J'étais une femme qui aidait les femmes, oui.
Non, mais voilà, avec une grande sororité, enfin, la sororité, tu l'incarnes complètement. En fait, quoi. je Tu fais une petite pause pour te sécher? Non, ça va aller. Non, Explosion de bouteille. Je trouve, alors tu vois, comme quoi ça se sentait déjà petite. Je suis là pour aider. Tout simplement. Voilà. Mais souvent, on pourrait se dire. C'est mon rôle, mais j'adore ce rôle. Hein. Mais on pourrait se dire J'aide pas tout le monde. D'abord, j'ai pas envie d'aider tout le monde. Je suis loin d'être Mère Teresa, au contraire. Ouais. Mais je suis là pour. Oui, j'ai profondément cette sensation-là. Quand ça vaut le coup et quand ça vaut la peine et quand je sens que c'est important, je suis là pour aider. Mais là où je voulais en venir, c'était que pour faire ce genre de carrière, on se dit il faut avoir les dents qui raillent sacrément le parquet et puis il faut dégommer 2-3 personnes. En tout cas, il faut jouer des épaules. Non. Ah non. Alors non. Quelle horreur. Non, pas du tout. T'es pas du tout comme ça. Enfin, je suis pas du tout cette. D'abord, Dieu merci, mais j'ai pas eu besoin de le faire. Non. Moi, je suis très très sensible au karma des vies. Okay. Je trouve qu'il faut se comporter bien. Ça, c'est vachement important. Tu sais, je l'ai brodé. Je n'ai aucun regret. Je l'ai brodé, physiquement brodé. Je ne regrette absolument rien de ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai fait 2-3 rencontres qui sont inutiles et qui m'ont apporté, qui m'ont rendu triste et qui m'ont fait perdre du temps. Et c'était inutile. Okay. Voilà. Mais je ne regrette rien et je pense qu'il faut. En tout cas, j'espère que sur mon lit de mort, je me dirais bravo ma fille, tu t'es bien comportée. T'as fait les choses bien. Et tu les as fait d'une façon bénéfique. Je parle pas de bienveillant, je trouve que ce mot est galvaudé et beaucoup trop utilisé à mauvais escient. Mais je trouve qu'il faut bien se comporter. Voilà. Et j'ai la faculté, je me suis fait aider, je suis tombée parfois dans ma vie. Et pour me relever bien, je me suis fait aider. Donc je vois maintenant avec beaucoup de recul les gens qui se comportent bien ou qui se comportent mal. Et je trouve que c'est ce qui compte le plus. Voilà. Et que notre métier, notre vie privée, notre vie amoureuse, notre vie de mère, on la fait bien et on réussit quand on se comporte bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais il y a des occasions de mal se comporter. Non, c'est pas simple parce que parfois c'est trop lent, parfois ça prend trop de temps, parfois c'est pas juste, parfois il y a de quoi se révolter. Mais au final, c'est ce qui compte le plus. Tu dis souvent dans tes interviews, j'ai entendu 2-3 fois te le dire, c'est que tu fuis les bad vibes, en tout cas les gens qui se comportent mal. Oui, j'ai la chance de le sentir. Ouais. J'ai du bol. Ouais. Je sens quand les gens sont pas n'ont pas des bonnes intentions ou au contraire quand les gens en ont des très bonnes, quand les gens sont lumineux ou au contraire quand les gens sont lourds, tu vois, portent quelque chose de lourd. Et je fuis ça. Ouais. Ça, tu l'as eu instinctivement, tu l'as pas vraiment développé. Oui, après j'ai peut-être cette espèce de cinquième sens. C'est une aide, mais je ne m'y satisfais pas du tout. Ouais. Voilà, je me satisfais en fait, j'ai lu ça dernièrement et c'est vrai. Il faudrait que je retrouve où j'ai lu ça pour te le dire. Mais la légèreté n'est pas si peu profonde. Tu sais, souvent tu es attiré par des gens qui sourient et tu te rends compte qu'en fait ils sourient pour cacher beaucoup de profondeur. Et tu fuis des gens qui sont tristes parce que ils annoncent dès le départ une tristesse qui cache finalement beaucoup de légèreté. Tu te rendras compte de ça. Ok. Voilà. Très bien. On va mûrir cette citation. Il
Explique-nous les milestones de ta carrière chez Dior. Quels ont été les grands moments de ces 14 dernières années? Quels ont été tes coups chez Dior? Oh, il y a eu plein de bons moments, mais le dernier dont je vais parler, parce que on est en plein dedans, on est dans une période des awards, donc je pense à elle. Mais c'est vrai que Michelle Yeoh, tu vois, qui a eu l'Oscar il y a 2 ans. Il y a 2 ans ou il y a un an ou 2 ans, je sais plus, tu regarderas. Le temps passe trop vite. Mais Michelle, c'était formidable parce que c'est une femme qui a eu une carrière tout à fait remarquable. Et tout d'un coup, elle est nominée aux Oscars. Moi, je pars à Londres avec 2 robes de haute couture de Maria Grazia. On n'a pas le temps. Tu vois, on s'attendait pas à ce qu'elle soit nominée. Ouais. T'avais pas de relation encore avec elle? Il y avait une relation. Je l'avais déjà rencontré. Je connaissais Jean Todt. Je connais Jean Todt, son mari. Michel, je l'ai rencontré donc avec lui, mais mal, tu vois. Et je vais la rencontrer à Londres avec mes 2 robes, donc confiées par Maria Grazia. Puis là, c'est le coup de poker, quoi. Tu vois. Bon. Et puis elle gagne. Et ça, pour moi, c'était fantastique parce que c'était d'abord déjà une légitimité. Tu vois, cette femme qui a eu une longue carrière, tout d'un coup, elle est remerciée, elle est félicitée, elle est acclamée avec une robe qu'on n'a pas fait faire pour elle, qu'on lui a apportée, qu'elle a choisie, qu'elle a portée magnifiquement. Ça nous a pas coûté grand-chose. En dehors de l'énergie, la joie, et puis cette félicité, quoi, tu vois, qu'elle gagne. Donc voilà, j'ai un souvenir très 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 affectueux, affectif et chaleureux de ça. Alors comment tu scoutes là toutes ces actrices en permanence? Je regarde. Ouais, j'ai la chance de vivre avec un producteur de films. Donc déjà, ça aide énormément. Voilà, ça, en tout cas, ça vous aide et ça vous incite à voir des films. C'est important, voilà, de s'intéresser au cinéma et de voir les films. C'est pas suffisant de rencontrer les acteurs et les actrices comme ça dans le monde. Il faut les voir jouer. Voilà, c'est important. Et puis donc j'aime le cinéma, j'aime les actrices, j'aime leur fragilité, j'aime ce regard et cette confiance qu'elles cherchent quand elles viennent ici. J'aime créer une famille, j'adore ça. On la crée chez Dior, donc je suis à l'écoute. C'est toujours pareil en fait. L'être humain m'intéresse. Ouais. Quand tu dis créer une famille, ça veut dire quoi très concrètement? Parce qu'on crée une famille, tu vois, on les engage, elles deviennent des ambassadrices. D'accord. Ah oui, il y a un contrat à chaque fois. Et il y a quand même exclusivité. Elles sont sous contrat et elles sont pas sous contrat pour des événements comme ça lambda. On s'occupe d'elles tout au long de l'année. On se voit, on déjeune, on dîne, on les gâte. Il y en a combien en permanence? Elles nous gâtent aussi. Ça dépend des années. D'accord. Voilà. Et c'est des contrats qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend aussi. Ouais. Ça dépend. Il y en a qui sont là depuis toujours, que j'ai toujours connu. Il y en a qui sont là depuis 1 an. Il y en a qu'on repère dans une série. Il y en a qui sont plus là mais restent quand même nos copines. D'accord. Voilà. Moi, l'idée c'est d'être fidèle, encore une fois, et de nous comporter bien avec elles. Elles se comportent très bien avec nous. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle j'ai rarement été déçue. J'ai pas été déçue d'ailleurs. On est entouré d'une famille d'actrices qui sont vraiment des filles super. Ouais. Exclusivité, ça veut dire qu'elles ne parlent pas des autres marques et elles peuvent pas porter d'autres marques. Non. Ouais, c'est ça. Elles sont tenues. Alors elles peuvent porter des petites marques. Voilà, c'est toujours pareil. Elles peuvent pas porter des marques qui deviennent une concurrence pour Dior. Concurrence directe, ouais. D'accord. Et donc, je vous en dirai pas plus, parce que ça vous regarde pas. D'accord. C'est un sujet touchy, on n'en parle plus. Non, mais c'est vrai que ça doit être oui, parce qu'il y a quand même ouais, bon, on va s'arrêter là. J'imagine que t'es passé à côté de grandes actrices aussi, non? Oui, bien sûr. Ouais. T'as eu des loupés? Bien sûr, évidemment. Oh là là, bien sûr. Ouais. On réussit pas tout, mais c'est vrai que bon, d'abord il y a cette
énorme machine, ce nom magique et cette énorme machine. Donc évidemment, c'est séduisant d'arriver chez Dior, c'est séduisant de porter les créations de Maria Grazia, Curie, c'est séduisant de rentrer dans cette famille. Voilà, et on fait en sorte que ça reste séduisant pour elle. On n'a pas beaucoup de mal, mais évidemment qu'on a raté des gens. Ouais. D'ailleurs, quelle relation tu as avec Maria Grazia? Elles sont excellentes. J'ai une admiration sans borne pour elles. On se voit pas quotidiennement, mais en fait, on parle surtout avec son team à elle. Tu vois, son team du studio. Avec qui moi je travaille étroitement. Parce que j'imagine qu'elle a ses obsessions aussi, puis ses coups de cœur pour les actrices. Elle a forcément des coups de cœur, mais elle est très humaine, Maria Grazia. Donc quand elle est d'abord, elle est une mère de famille avant tout. Elle est l'épouse elle est une épouse. Elle a les pieds sur terre. Donc quand on lui explique que quelqu'un déjà est amené à avoir une certaine carrière, quand on lui dit les choses, elle les comprend vite. Bien sûr. Voilà. Et quelle relation tu as avec ton parce que tu dépends de qui aujourd'hui? D'Olivier Bialobos. D'accord. Donc c'est le CEO. C'est le directeur de la communication de Dior et le directeur de l'image de Dior. D'accord. Couture, beauté, homme. Et toi, t'as une équipe de combien de personnes? Moi, j'ai 8 personnes avec moi. Ouais. J'ai une équipe de 8 personnes et je suis hyper fière d'elle. Et comment t'organises cette équipe? Parce que c'est pareil, leur travail, leur rôle, c'est quoi? C'est d'aller aux essayages? Elles ont chacune un rôle. Elles ont chacune un rôle, en fait, il y en a une qui organise les prises de vue, il y en a une qui organise les suivis du trafic des vêtements, il y en a une qui s'occupe du suivi de la création d'une robe, il y en a une qui s'occupe qui est vraiment mon adjointe sur la beauté et sur la mode. On est quand même, on habille le monde. Ouais. Le monde entier. Et vous avez des bureaux dans chacun de ces pays? Oui, on a des correspondants, absolument, dans les pays du monde, avec qui j'ai la chance de m'entendre super bien et avec qui on travaille très bien. Mais on habille le monde. Et tous les ça part d'ici, tout ça. Tous les événements de cinéma du monde entier, en permanence. Et toi, tu vas sur place, que tout à l'heure tu disais, je pars avec mes petites robes, etc. Il y a vraiment ce côté très terrain quand même. Oui, de toute façon, là, encore une fois, c'est formidable de travailler par mail, mais on a besoin de leur parler, elles ont besoin de comprendre. Et tu sais, Dior à Paris, c'est une affaire et c'est une histoire. Mais Dior à l'étranger, c'est encore autre chose. Et chacun est obligé de se rendre compte de ce que c'est que, par exemple, le monde de la haute couture et puis le monde du prêt-à-porter. Et puis une robe faite pour elle. Donc, de représenter Dior dans le monde, c'est aussi, dans ma petite partie à moi, c'est aussi important, tu vois, d'avoir un échange et de leur expliquer le ressenti de Maria Grazia, ce qu'elle veut vraiment rendre comme image, ce qu'elle veut pas du tout au contraire. Il faut aller l'expliquer, ça. Voilà. Oui, ça se fait pas par mail, quoi. Non, ça se fait pas par mail, ça se fait pas au téléphone. C'est une histoire de respect. Il faut les rencontrer. Et puis, pour créer cette famille, il faut bien les rencontrer aussi. Il faut discuter, il faut manger un petit bout de gras ensemble, il faut être un peu dans un minimum de vie réelle, ensemble. Et comment tu restes en contact avec tous ces gens et comment tu entretiens cette relation avec autant de gens, autant de personnes? Ça c'est mon métier. Donc ça c'est on a la chance d'abord de se voir souvent. Il y a quand même un défilé presque tous les 2 mois. Oui, ça c'est quand même la grande messe qui permet de voir tout le monde. Donc c'est le moment où on se retrouve. Et puis on a des placements de produits à faire. Donc je leur envoie pas mal de cadeaux pendant l'année. Donc, elles ont la gentillesse de remercier. Ça crée un lien aussi, ça. Tu vois, quand quelqu'un te gâte, tu remercies, on se parle. Elles viennent s'habiller pour des événements, des premières qu'elles doivent faire, elles aussi. Parfois, on les suit même sur leurs films. Donc, ça donne quand même beaucoup d'occasions pour se voir souvent. Ouais, de se croiser, de tisser un vrai lien. Un vrai lien. Solide. Oui. Et pas justement, un truc très authentique. D'ailleurs, la part dans la stratégie de communication d'une maison comme Dior, cette part, ça représente quoi? Parce que c'est un budget très important pour la maison, parce qu'il y a l'affichage, il y a les moi, j'aime spots pas parler télé, d'argent. etc. J'aime pas parler d'argent. Ça représente une responsabilité. Ouais.
Voilà, ça représente un respect de l'image, ça représente une responsabilité. Mais est-ce qu'une maison pourrait se permettre de pas le faire? C'est plus possible aujourd'hui. Ça une fait maison de partie. couture, je crois pas. Ouais. Je crois pas. Une autre maison peut-être, mais en tout cas non. Une maison de couture, c'est important d'être représenté sur la bonne image. Trop bien. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite des événements là? T'es encore hyper jeune. Oh, je suis pas jeune. 55 ans. J'ai 55 ans. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de rester en bonne santé. Ouais. On se le souhaite tous. Bien sûr. Les gens se rendent pas compte à quel point quand on n'a pas la santé, on n'est rien. Zéro. Toi, t'as eu un cancer d'ailleurs. Ouais. T'en parles beaucoup. J'en parle pour aider. Ouais. J'en parle pour aider, pour essayer de démystifier un peu, voilà, certaines maladies dont on, voilà, qu'on peut soigner et si on peut aider, voilà, je suis là pour le faire. Encore une fois, mais en dehors de ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que les gens se rendent pas compte de ça. On se rend pas compte de ça. Tant qu'on n'a pas eu, alors peut-être que tant qu'on n'a pas eu un truc un peu costaud, on peut pas le dire, mais on se rend pas compte qu'on n'est rien sans ça. Sans la santé. Bah oui. Bien sûr. Déjà, on commence par ça. Ça, vous pouvez me souhaiter ça. Ensuite, vous pouvez me souhaiter de rencontrer le plus de gens formidables possibles et imaginables. Voilà, et de faire plein de belles choses autour d'elles. C'est ça. Bien sûr, ouais. Voilà. Et t'as envie de rester le plus longtemps possible, j'imagine ici. Moi, j'ai envie d'être satisfaite. T'as pas fait le tour encore, c'est ça le truc. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Tant que je suis contente de prendre l'ascenseur le matin et tant que je suis contente d'arriver ici, tout va bien. Ouais. Mais quels sont les grands coups? D'ailleurs, c'est pas très grave. Ouais. Le jour où je serai plus contente, si jamais il arrive, voilà. Mais il est pas prêt d'arriver parce que je suis très heureuse de faire d'abord mon métier et je suis très heureuse tout court et je m'en donne les moyens. Quels sont les grands coups que tu rêves de faire encore? Je rêve pas de faire des coups. Je rêve de rencontrer, d'être encore surprise par des gens. C'est quoi le dernier truc qui t'a surpris? Enfin, voilà. Quelle est la dernière personne qui t'a surprise beaucoup? Qu'est-ce qui m'a surpris beaucoup? Bonne question. Je sais pas. Je trouve les jeunes, en ce moment, je trouve la jeune génération très surprenante. Je les trouve super. Dans les talents, je les trouve, non, je pense à la jeune génération. Je pense à la génération de mes enfants. Mes enfants me surprennent. Voilà, ils me surprennent. Ils savent dire non. Moi, je savais pas dire non à leur âge. Qu'est-ce qu'ils font, eux? À 25 ans, je savais pas dire non. Ils travaillent aussi Ma dans la fille mode? est mannequin et mon fils, a créé son propre fonds d'investissement. Mais je les admire parce que je les trouve extrêmement honnêtes avec eux-mêmes. Je trouve qu'ils savent dire non. Moi, j'étais peut-être trop polie. Alors, ils sont pas mal polis. J'espère qu'ils sont pas mal polis, mais je les trouve extrêmement sincères avec eux-mêmes. Quand ça leur plaît pas, ils disent non. Quand ça leur plaît, ils disent oui. Ils disent oui à certaines conditions. J'osais pas faire ça, moi. Je trouve que c'est très admirable. J'ai beaucoup travaillé pour apprendre à dire non. Et ils ont la chance innée de savoir dire non. Je trouve ça vachement voilà, ça me surprend dans le bon sens du terme. Je trouve ça formidable. Comment on peut apprendre vite à dire non? Ah bah moi c'était pas vite. J'ai mis, toi tu t'es pris 2-3 portes. J'ai mis du temps, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et j'ai mis du temps à apprendre à dire non, ça me plaît pas, je veux pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas à dire non, quoi. Et je trouve que la jeune génération, peut-être que c'est grâce ou à cause du Covid, peut-être que cette génération-là, ils se protègent beaucoup plus. Je les félicite, je trouve que c'est très admirable. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce qui t'amuse, enfin, ce qui te surprend le plus, en tout cas, ce qui t'impressionne le plus. Oui. Ça m'impressionne pas, non. Mais c'est ce qui me surprend le plus. Il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne. Ouais. Qu'est-ce qui t'impressionne? Non, il n'y a rien qui m'impressionne en dehors de... D'ailleurs, voilà, toi qui as croisé toutes les stars du monde, très tôt, si tôt, ça t'impressionne pas du tout. Oh là là, mon Dieu, ça m'intéresse. Non, ça m'impressionne pas. Ouais. Du tout. Moi, la seule chose qui m'impressionne, c'est... La gentillesse. Non, elle me surprend, la gentillesse, elle est rare. Ouais. Elle est rare, la gentillesse. Mais ce qui m'impressionne, c'est... Voilà, sauver quelqu'un. Ouais, bien sûr. Sinon, non, il n'y a rien d'autre qui m'impressionne. Et alors, t'as écrit un livre? Oui, j'ai écrit un livre, je l'ai pas écrit, c'est Frédéric Dedey qui l'a écrit. J'ai fait ce livre. C'est quoi la genèse? J'ai fait une déclaration d'amour à Paris. Ok. Voilà, donc je vous invite à aller regarder Mon Paris. Flammarion. Chez Flammarion, édité chez Flammarion. J'ai eu du bol.
Il marche très très bien. Ouais. C'est un livre joyeux. C'est un hommage à la plus belle femme du monde qu'est Paris. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment une envie juste de partager ton Paris, quoi. Écoute, on est venu me voir, c'était très flatteur, en me disant, on est venu me voir Suzanne Isoré, formidable éditrice chez Flammarion, est venue me voir en me disant, je veux faire un livre sur vous. Et j'ai dit, oh là là, mon Dieu, non, pas du tout. Moi, j'ai fait un peu ma victoire de Castellane. J'ai dit, j'ai rien à dire de spécial, en dehors du fait que si vous voulez faire un livre sur moi, faites-le sur Paris. C'est ma ville chérie, adorée. Je lui dois tout. Je dois tout à Paris. C'est la plus élégante de toutes. C'est la plus chic de toutes. C'est elle qui a tout à dire. C'est elle qui vous offre les endroits où on mange le mieux. C'est la plus séduisante. C'est sûr. De toutes. Ouais. Et toi qui voyages beaucoup, en plus, tu peux vraiment le dire. C'est la plus belle. Ouais, c'est la plus belle, clairement. C'est la plus belle. On arrive à Paris, regarde, en plus, aujourd'hui, il y a un temps magnifique, mais c'est sublime, Paris. Voilà. On voyage, on rentre à Paris, c'est sublime. Pour rien au monde, je changerais de ville. Quoique j'ai trouvé New York pas sublime, mais très, très excitante quand j'y suis allée il y a un mois. Mais bon. Voilà. Alors, il y a un retournement. Je ne bougerai plus de Paris. Très excitant. Oui. Et voilà. J'ai voulu lui écrire que. Et on y trouve quoi alors, que c'était elle la plus belle. On y trouve mon idée d'un idéal de Paris, parce que malheureusement, il y a aussi, voilà, il y a des choses moins gaies, il y a des choses moins jolies, il y a des endroits qui sont croquignolets maintenant. Mais dans le mauvais sens du terme, qui sont pas ce que j'aimerais trouver. Il y a des endroits que j'adorais qui ont disparu. Alors moi, je m'accroche à une branche parisienne qui me plaît. Et je rends hommage à Paris à travers toute une série de gens que j'aime et qui sont à la fois ma famille et puis un peu une famille choisie et puis des gens qui l'illustrent merveilleusement bien. Voilà. Et tu dis que c'est un carton? Oui, j'ai dû. Ouais, ça marche super bien. Il marche très bien, ce livre. Je pense qu'il est moi, j'aime pas le franglais, mais il est une note feel good dans des temps un peu sombres. Et il y a une couverture rose. Il y a des fleurs, il y a un sourire, et il y a beaucoup de gens qui sourient dedans. Et donc, ça fait du bien. Ouais, voilà. Paris est une fête, quoi. C'est vraiment le côté. Je sais pas si c'est une fête, parce que là, il n'y a pas que la fête, là-dedans. Mais en tout cas, les gens sourient. Trop bien. Dans ce monde-là, qu'est-ce que tu y comprends de ce monde, toi qui es vraiment hyper connecté quand même au monde du show business, en tout cas du cinéma, etc. T'as eu des enfants. D'ailleurs, tu les as eu quand? Tes enfants très tôt ou très tard? Enfin tôt. Je sais pas si c'était tôt ou tard. Je les ai eus à 27 ans. À 29 ans, j'avais mes 2 enfants. Ouais. Ce qui pour la carrière est pas mal, non? C'est marrant parce que j'ai pas pensé comme ça. Ah ouais? Non, pas du tout. Non. Je me suis mariée. Et voilà, j'ai voulu me marier. J'ai été très flattée d'être demandée en mariage très vite. C'était très sexy, tu vois. Ouais, bien sûr. Tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un, tout de suite, bon. Et il n'est plus, donc Roberto, il est plus mon mari aujourd'hui, mais on a des très bonnes relations. Et puis il reste le père de mes enfants. Et je sais pas. Ça n'a jamais été un frein dans tes carrières d'avoir des enfants? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et j'ai des enfants remarquables parce que j'ai jamais fait passer ma carrière avant eux. Jamais. J'ai toujours fait en sorte d'être là pour dîner avec eux. Le bain, je crois que j'y étais presque au bain. Mais dîner, ça c'était sûr, quitte à ressortir après. Mais ils passent avant tout. Parce que c'est des carrières qui sont tellement exigeantes. Tu te dis, comment est-ce que je trouve la place de mettre des enfants? Moi, je vois que j'en ai en ce moment, c'est quand même rock'n'roll. Alors après, voilà, j'ai un tempérament qui manie très bien les priorités. Mais bien évidemment, ils le sont restés. Après, j'ai eu la chance de faire les choses à peu près bien, et puis surtout d'être entendu et de travailler pour des équipes qui comprenaient. Ouais, qui étaient OK avec ça. Ouais. Oui, j'ai essayé de l'être avec mon équipe, avec les filles de mon équipe. Enfin, il y en a une qui vient d'avoir son 2e enfant, et quand elle doit partir à 5 heures
pour quoi que ce soit un rendez-vous de pédiatre ou évidemment elle y va. Ah, mais c'est même pas un sujet. Non, c'est même pas un sujet. Vous savez, je m'adresse à vous tous et à toi qui me parlais d'un petit nourrisson. Ça va très vite tout ça. Oui, tout passe très vite. Voilà, 20 années d'enfance passent très très vite. Donc il faut jamais oublier ça. Parce que c'est quelque chose qu'on pourrait regretter. Bien sûr. Et qu'il faut jamais regretter. C'est clair. Parce qu'ils ont rien demandé, hein, les enfants, pour être là. Ça, faut jamais s'oublier. Ça, c'est un truc. C'est à 4h du matin quand tu dors pas, faut pas l'oublier. Le pédiatre avait dit à ma mère, un enfant, c'est pas confortable. Non. Et surtout, on n'a rien demandé. Ils ont rien demandé. C'est vous qui les voulez. Pas eux. Eux, ils sont tranquillement dans l'atmosphère. Ouais. Et ils ont rien demandé. Donc, quand on les a, la moindre des responsabilités, c'est de s'occuper d'eux. Si on n'est pas capable de mener une vie professionnelle avec des enfants en bas âge, il faut s'arrêter tout de suite. Parce que c'est pas juste, là encore. Bien sûr. Message est passé. Ce que je voulais dire, c'est dans ce monde qui va assez vite, l'IA qui explose, les réseaux sociaux, il y avait moins les réseaux sociaux. Hein. À mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait Instagram, c'est encore récent. Oui, bien sûr. Mais toi, tu l'as embrassé complètement, ce truc-là. Oui. Moi, j'ai Dior. crié sur mes enfants, j'ai rouspété au début en disant mais attendez, on s'en fout, on n'a pas besoin d'aller leur montrer comment je dis une omelette. Bon, et puis j'ai été rattrapée par ce truc-là. Ouais. J'ai trouvé que c'était. Alors au début, j'ai trouvé que c'était. J'ai même montré des choses anormalement privées, mais que je montre plus parce que je trouve que ça bascule beaucoup plus sur le professionnel maintenant. C'est le nouveau LinkedIn. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais je trouve qu'en fait, c'est allé trop loin. Et on s'est laissé glisser dans un monde où ça allait très très loin. Dans l'intimité, et il faut pas. C'est n'importe quoi. C'est quoi la red line pour toi? La quoi? La ligne rouge. Il faut pas que ça aille trop loin dans l'intimité. Ça reste très professionnel. Il faut que ça reste professionnel. Après, on se rend plus compte. Après, ça porte préjudice, tout ça. Ouais. D'abord, on crée des jalousies. Et on s'en rend pas compte, mais on crée des vraies jalousies. Le monde est envieux. C'est pas le but du tout. En plus, on le fait. On se rend pas compte qu'on le fait. On fait du mal, ouais, ou en tout cas pour enjouer les gens. Que tu rends les gens envieux, que tu montres ce qui devrait pas être montré. Puis à vrai dire, les gens s'en foutent. Oui. Au final. Mais ils sont quand même happés par le truc, hein. Oui, mais tu sais, c'est comme, je me souviens, ma mère allait chez le coiffeur, elle lisait des journaux de presse sans grand intérêt, qui la distrayait pendant 1 heure, et puis ça la distrayait. Ça permet de pas penser à autre chose. Voilà, donc t'as pas envie d'être cette personne-là. Non. T'as pas envie d'être là pour distraire. T'as envie d'être là pour apprendre, pour alerter, pour aider, encore une fois, mais avoir un rôle important, quoi. Toi, pour distraire. Tu gères pas les réseaux sociaux, on est d'accord, non, pas du tout. De la maison. Non. Tu sais, ça m'est tombé dessus, ce truc-là aussi. Donc, tout d'un coup, ça m'a... Mais mes enfants et puis m'aident encore beaucoup. Hein. Ils me disent, mais attends, t'es dingue, là, ça c'est trop perso. Ou j'ai fait des bêtises. Okay. Tu vois, j'ai montré beaucoup trop de chez moi. Il faut pas faire ça. Ok. Faut se protéger, quoi. Et dans ce monde-là qui est assez intense, enfin avec des guerres, le climat qui part en cacahuète. Déjà, il faut en prendre compte. Ouais. Tu vois, faut quand même comment tu garder le vis, toi, très personnellement. Non, mais moi, c'est pas parce qu'on est chez Dior qu'on n'a pas de conscience, tu vois. Au contraire, d'ailleurs, j'ai vécu beaucoup de vie et j'ai pas été épargnée non plus, tu vois. Donc voilà, j'ai la chance d'être très, très privilégiée. Voilà, c'est une chance, mais je vais pas m'en vouloir d'être chanceuse. Non. Tu vois. Non, puis tu l'as créé aussi. Et puis je me suis créé aussi ce que je pouvais avec la chance que j'avais, en étant consciente de tout ce qui se passe dans le monde, bien évidemment. Mais tu vois, tu peux pas. Chacun son rôle, chacun son métier, chacun sa conscience, chacun fait comme il peut aussi. Il faut avoir de l'indulgence. Bien sûr. Très
Très bien. Est-ce qu'on a parlé de... Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé, que tu voulais parler? Non, je crois que j'en ai déjà dit beaucoup, non? Ouais, beaucoup, ouais. Adrien. Clairement. Eh ben écoute, merci infiniment. Merci pour à toi. transmettre le relais, j'aime bien poser cette question. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Qui j'aimerais entendre? J'adorerais entendre Alain Toledano. C'est un grand oncologue. C'est un ami. Okay. Il a créé l'Institut Raphaël, qui est la maison de l'après-cancer, et il est passionnant. J'adorerais que toi, ton équipe, que vous l'interviewiez. Ah bah avec plaisir, franchement. Voilà. Ça sort un petit peu des industries créatives, culturelles, etc. Mais c'est vachement important. Ça donne le ton à un autre monde. Ouais. Et toi, t'es très impliqué dans l'Institut Raphaël. Hein, oui, absolument. Moi, je donne ma voix et je donne ce que je peux de temps, mais en tout cas, ils savent que je suis là pour eux. Oui, je trouve que c'est très important. Je trouve que quand on a été... je me suis jamais sentie malade, mais quand on a eu ce que j'ai eu, et que tant de gens ont, je pense que d'être soutenu et de rentrer, de pas être seul, de pas se sentir seul, c'est très important. Et c'est un institut qui vous permet d'être très, très entouré à un moment où on doit l'être. Voilà. Parfait. Merci infiniment, Mathilde. Merci à toi, bientôt. Adrien. Au revoir. À bientôt.